Vincent Maillard, je suis le président et fondateur d'Octopus Énergie France. Qu'est-ce que c'est Octopus Énergie France? C'est un fournisseur d'électricité renouvelable, qui est très engagé à la fois sur la sobriété et aussi sur l'innovation autour de la flexibilité de la demande, c'est-à-dire avoir des offres plus intelligentes pour les usages modernes, voitures électriques, mais y compris le chauffe-eau, le chauffage, etc., etc. Quelle est l'histoire derrière cette création? Alors, au départ, moi, j'avais créé Plume Énergie, qui est un fournisseur alternatif purement français, et on a été racheté en 2022 par Octopus Énergie. On avait exactement les mêmes valeurs, la même vision et la même démarche que eux en Grande-Bretagne. Donc, eux, ça a été un immense succès en Grande-Bretagne, qui sont passés de 0 client à numéro 1 anglais actuellement, et ça en moins de 8 ans. Et on ne suivra pas forcément le chemin parce que la France, c'est pas exactement la Grande-Bretagne, mais en tout cas, depuis qu'ils sont venus, on a encore accéléré notre développement. Et aujourd'hui, on est le numéro 5 sur le marché français, derrière les historiques, pour faire simple, EDF, Engie, Total, et aussi l'historique italien Eni. Pourquoi vous avez décidé au départ de vous lancer sur cette voie-là, sur l'énergie renouvelable? L'énergie renouvelable et adaptation de la consommation, c'est deux choses qui sont très conjointes, et sobriété d'ailleurs aussi, au sens noble. Hein, c'est pas une sobriété punitive comme on dirait, c'est plutôt une sobriété active. Le point de départ, c'est que moi j'avais beaucoup travaillé dans l'énergie, je connaissais très bien ce secteur. Et l'évolution des technologies, les compteurs intelligents, ce qu'on appelle Linky en France, l'évolution des marchés, le développement des énergies renouvelables, faisait que les développements des méthodes algorithmiques pour détecter aussi les consommations, savoir bien conseiller le client, faisait qu'il y avait une certaine maturité pour faire un projet auquel j'étais attaché depuis plus de 30 ans, parce que c'était un projet auquel j'étais attaché, y compris quand j'étais entré dans le secteur de l'énergie, qui est de travailler sur la consommation plutôt que de travailler uniquement sur les questions de production. Quel type d'énergie vous proposez? Alors, l'énergie qu'on vend, c'est l'énergie renouvelable, c'est-à-dire que pour tout mégawattheure vendu à un client aujourd'hui, on garantit qu'on a acheté 1 mégawattheure d'énergie renouvelable à un producteur. Donc, par des contrats où on achète l'énergie, on n'achète pas que la garantie d'origine, on n'achète pas que l'étiquette, on achète aussi le beefsteak qui va avec, ou le filet de poulet qui va avec. Ces montants-là, non seulement on achète, mais on donne une prime aux producteurs pour qu'ils puissent investir mieux dans les énergies renouvelables. Donc, quand un particulier fait appel à vous, comment ça fonctionne et comment c'est mis en situation, si on schématise? Vous voulez dire au point de vue, vous voulez regarder ce qui se passe derrière le site, parce que le client, c'est extrêmement simple, hein, c'est en un clic, on s'occupe de toutes les formalités, c'est nous qui allons faire les demandes pour que son contrat antérieur avec l'ancien fournisseur soit résilié, il n'y a pas de formalité ni de prix de résiliation en France, donc c'est extrêmement simple pour le client. Nous, à partir du moment où il est chez nous, eh bien, c'est déclaré au gestionnaire de réseau, donc en l'occurrence Enedis. Alors la première chose qu'il va nous faire, il va dire les factures j'envoie chez Octopus, j'envoie pas chez l'ancien fournisseur. Et puis il va dire aussi c'est vous qui êtes responsable d'équilibrer et de faire en sorte qu'il y ait in fine de la production en face de ce consommateur. Et nous, on va équilibrer en ajustant. Alors on fait pas ça client par client, bien sûr, on fait ça par des masses, en fonction de ce qu'on a prévu, etc., etc. Et nous qui allons faire en sorte d'avoir les achats pour équilibrer ce client. Et si on est en déséquilibre, on va acheter ce qu'on appelle des écarts. Enfin, il y a tout un mécanisme qui est mis par derrière que le client ne voit pas, mais que nous on gère. Donc c'est de l'énergie renouvelable qui est injectée dans le réseau électrique. Oui, toujours. Ouais. Pourquoi il n'y a pas plus d'énergie renouvelable dans le réseau français? Il y a en France, on a cet historique lié au nucléaire qui est extrêmement présent, qui était pas cher, qui se trouve être une énergie non carbonée, dont le coût variable est peu élevé parce que l'uranium c'est relativement pas cher, en tout cas aujourd'hui encore. Et donc on part pas de la même histoire que les Allemands, ou que les Anglais ou que d'autres pays. On part d'une industrie qui est déjà beaucoup moins chère. Qui est pas carboné. Après, la question c'est électrifier. Le sujet c'est pas
interne entre les renouvelables et le nucléaire aujourd'hui pour fournir l'électricité et les usages aujourd'hui. Le sujet, c'est de développer de nouveaux usages. C'est décarboner l'économie, se débarrasser du fossile qui aujourd'hui fait les 2/3 de l'énergie consommée. On se focalise beaucoup sur l'électricité, mais les 2/3, c'est en gros du gaz et du pétrole. Et ces énergies-là, ces énergies fossiles, elles n'ont que des inconvénients. Ça, c'est le côté risque. Le côté opportunité, c'est qu'on n'a que des avantages à s'en débarrasser. Elles ont que des inconvénients parce que elles sont polluantes, parce que on les achète à l'étranger, elles nous mettent en dépendance stratégique, de taxation par les uns, ou de coupure par les autres, de sensibilité au prix, et elles drainent beaucoup de nos moyens. Il y a 60 milliards, plus de 60 milliards tous les ans, qui sont versés à l'étranger parce que on ne produit pas nous-mêmes. Et là, comme on n'a pas de ressources fossiles en France, la seule chose qu'on ait, c'est notre ingénierie, notre soleil, notre vent, nos renouvelables et puis notre nucléaire existant. Et ça, c'est des super atouts pour aller conquérir ces 2/3 d'énergie fossile qui sont aujourd'hui conquérables parce que les technologies ont beaucoup évolué. C'est la voiture électrique d'un côté, c'est les pompes à chaleur de l'autre. Des évolutions que les Français, voiture électrique, les gens le voient parce qu'ils les voient dans la rue. Les pompes à chaleur, ils le voient un peu moins, mais qui sont des évolutions qui sont extrêmement fortes sur le marché. On peut remplacer aujourd'hui une chaudière gaz par une pompe à chaleur. Moi, je l'ai fait pour ma maison. Donc, c'est des choses où on change pas les radiateurs, c'est le même réseau d'eau, etc. On change juste la chaudière. On place un truc qui fonctionnait auparavant avec du gaz, par un truc qui aujourd'hui fonctionne avec de l'électricité et avec une efficacité. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que l'électricité, c'est un vecteur d'efficacité extrêmement fort. Quand vous consommez 1 kWh pour vous déplacer dans une voiture, vous allez, je raisonne en kWh, mais en fait, vous allez consommer en 2 kWh qui vont chauffer l'atmosphère en fait. Et donc il y a une énorme déperdition d'énergie dans les usages à partir de fossiles. Alors l'électricité, c'est quasiment 100% qui va être utilisé. Et à l'inverse, l'électricité est extrêmement efficace pour chauffer. La pompe à chaleur, elle va être à l'inverse. C'est le même résultat, mais vu avec une manière différente. Quand vous avez une pompe à chaleur, vous utilisez 1 kWh d'électricité, par derrière, vous produisez 3 kWh supplémentaires de chauffage. Donc, vous avez un effet multiplicateur. C'est beaucoup plus efficace. Le vecteur électricité est le plus efficace de tous. D'où l'intérêt d'électrifier en France. Comment faire, justement, pour développer et l'amener à ce que l'énergie renouvelable, l'énergie propre, devienne, conquérir justement ces deux tiers manquants? Bien, déjà, il faut faire énormément de pédagogie et il faut faire de l'attractivité. C'est-à-dire que il y a faire comprendre aux Français l'intérêt de la transition énergétique. C'est une énorme pédagogie parce qu'on voit que parfois les politiques sont complètement perdus. J'ai donné qu'un seul exemple. C'était assez drôle. Je ne vais pas citer le parti concerné, mais vous le devinerez peut-être. Cet été, à 2 semaines d'intervalle, on entendait un parti politique dire il faut faire un moratoire sur le solaire. Et 2 semaines après dire il faut un grand plan climatisation. Comment est-ce qu'on va fournir les climatisations si ce n'est avec de l'énergie solaire? Parce que c'est pas les centrales existantes qui tournent tant qu'elles peuvent qui vont fournir ça. Donc on voit qu'il y a une espèce d'incompréhension de la part et de monde de désinformation de la part des politiques. Ça c'est une chose. La seconde chose c'est créer de l'attractivité, c'est-à-dire montrer aux Français que cette transition énergétique, c'est pas une contrainte, c'est pas quelque chose qu'on doit subir, mais c'est au contraire une immense opportunité de gagner en pouvoir d'achat, en limitation des chocs de prix, etc., en certitude, en visibilité et en souveraineté nationale, parce que on dépendra pas des autres, hein. Ni Poutine ni Trump ne pourront nous couper notre soleil ou notre vent, et de réindustrialisation, parce que ces technologies-là, on peut se les réapproprier. Nous, on vend des panneaux solaires, on installe des panneaux solaires, on prend les plus français possibles. Demain, on pourra faire ça pour les batteries, et on va pouvoir s'autonomiser. C'est des filières qu'on maîtrise, c'est beaucoup plus simple, d'une certaine manière, que de redévelopper une filière nucléaire. Enfin, on sait faire du nucléaire en France. Mais c'est des choses qui sont relativement maîtrisables et réindustrialisables. Donc, on coche quelque part les priorités de tous les Français autour de ça, et y compris évidemment en termes de pouvoir d'achat.
il va falloir un mix quand même entre le nucléaire et l'énergie renouvelable. Oui, bien sûr, il y a un mix parce que déjà il y a du nucléaire existant qu'il faut maintenir au maximum. Je regrette un peu d'ailleurs que EDF ne veuille pas essayer de voir comment on peut augmenter la puissance des centrales existantes, ce qui serait quand même aussi une bonne idée. Parce que les centrales nouvelles, on ne sait pas exactement, hein, personne ne peut dire exactement quand ça sera construit, dans quelles conditions de coût. En revanche, existant, on sait que ça fonctionne, ça peut être prolongé, on peut augmenter la puissance. Donc ça, on a ce socle-là. Il faut pas le garder, faut le garder. Il faut pas fermer des centrales, etc. On n'a jamais été, enfin, moi à titre personnel, j'ai jamais été pour la fermeture des centrales. Je pense que c'est une mauvaise idée. Il faut les conserver, les valoriser. Mais il faut bien comprendre que ça adresse l'existant, ça adresse la consommation d'électricité existante. Et le sujet, c'est aller conquérir le reste. Et le conquérir le reste, c'est comment dire, c'est la consommation qui est naturellement relativement flexible. C'est évident pour la batterie d'une voiture, vous pouvez choisir à quel moment et quel jour vous allez la recharger. Dans certains cas, vous pourrez pas parce que vous devez effectivement la charger, l'utiliser, etc. Mais la plupart du temps, là, 90% des clients, ils vont pouvoir dire, bah, je la charge demain, après-demain, etc. Vous savez choisir et l'heure de la recharge. Donc ça, c'est des usages de stock qui sont extrêmement flexibles. La pompe à chaleur a sa part de flexibilité aussi, parce que la pompe à chaleur, c'est un réseau d'eau chaude, donc il y a de l'inertie thermique dans le réseau d'eau chaude, il y a l'inertie du bâtiment, etc. Donc vous pouvez parfaitement prendre le solaire à 3 heures de l'après-midi en hiver, préchauffer votre eau, la réutiliser à 19 heures, utiliser aussi l'inertie du bâtiment. Tout cela, ce sont des usages qui ont une flexibilité naturelle. Donc il faut comprendre que cette zone de conquête, elle est partant d'une zone électrique avec un mix nucléaire renouvelable, elle est relativement facile à attaquer aujourd'hui à partir des énergies renouvelables. Et c'est bien parce que l'urgence c'est aujourd'hui. Alors demain, peut-être dans 15 ans, on aura des centrales nucléaires nouvelles, mais déjà, il faut assurer dans 15 ans, on ne perde pas les 60 milliards tous les ans. Vous voyez, les 60 milliards par 15, ça fait quand même 1000 milliards, hein, c'est quand même considérable. Pour l'utilisation, justement, vous avez dit du solaire à une heure précise et que c'était à une heure. D'une autre énergie à une autre heure, ce système-là, c'est vous qui le mettez en place ou ça va être le particulier qui va le choisir? Pour la voiture ou pour le... Par exemple, pour la voiture, de décider de la charger à telle heure. Voilà, c'est nous. Justement, c'est nous. On va pas demander aux clients de se brancher, de regarder à tout moment. Est-ce qu'il y a beaucoup de vent, est-ce qu'il y a beaucoup de soleil, etc. Nous, notre métier, c'est comme pour la souscription, c'est que le truc soit très simple pour le client. Derrière la complexité du système qui est là. Et je vais prendre qu'un exemple. Hein. On a lancé il y a 15 jours une offre à 29,99 € illimité pour la recharge du véhicule. C'est nous qui décidons quand on recharge le véhicule. C'est-à-dire que on arrive à faire un forfait qui en gros incarne le fait que le kilomètre électrique c'est 3 fois moins cher, voire 3 à 4 fois moins cher que le kilomètre avec de l'essence ou du gasoil. Bah, on le matérialise à ça. On matérialise ça, on matérialise aussi une autre chose. C'est la certitude. C'est-à-dire que les prix du pétrole peuvent baisser, monter, faire ce que vous voulez. Vous savez ce que vous payez. Voilà. Et ça, c'est nous qui faisons effectivement les choix quand on recharge le véhicule. En termes de prix, par rapport aux autres fournisseurs, où est-ce que vous vous situez? Alors, on est toujours moins cher dans la durée. Ponctuellement, vous pouvez avoir des fournisseurs qui vont dire c'est moins cher. Souvent, c'est pas durable. On a vu pendant la crise certains qui avaient annoncé des prix très bas à moins 10 en juillet et qui en août envoyaient des courriers aux clients en disant c'est plus 50. Donc c'est jamais quelque chose qu'on a fait. Ce que je dis aux clients, c'est regardez, renseignez-vous. Regardez la chose la plus objective, c'est les taux de litige chez le médiateur de l'énergie. On est dans le trio de tête, parfois premier, parfois deuxième, mais on est toujours dans un mouchoir de poche en tête. Et ça, c'est extrêmement important parce que ce qui, pour nous, est l'objectif, c'est que les clients aient le meilleur prix dans la durée et aussi gagnent par ces attitudes de consommation. Donc, on récompense aussi des gestes. On peut appeler ça des éco-gestes parce qu'on voit sous le côté écologique, mais c'est aussi des gestes malins, on peut le dire autrement, c'est-à-dire on incite les gens à moins consommer quand c'est cher, à plus consommer quand c'est pas cher. Et si évidemment on fait ça, ben on arrive à avoir un coût d'approvisionnement qui est plus faible pour le client et quelque part en faire bénéficier au client. Donc c'est ça qu'il faut chercher. Vous l'avez dit, vous êtes le 5e fournisseur d'énergie en France. Ça va être quoi les prochains objectifs?
Bah, numéro un, on passera jamais. Donc le sujet, c'est de faire grossir, évidemment grossir, c'est 1 million de clients, aller au-delà. Ce qui est important, parce que évidemment on a un contexte français où on sait bien que l'historique est très très présent, parce qu'il est historique et puis parce que c'est quand même un acteur qui est pas un mauvais acteur, contrairement à d'autres pays où on avait des services publics qui étaient pas très bons. En France, on a plutôt une tradition de services publics respectable, même s'il a ses défauts, bien sûr. Hein. J'ai pas à dire aux gens d'aller chez EDF, ils seront beaucoup mieux chez nous, mais il y a cette inertie qui existe, donc on sera jamais là. Mais en revanche, on a une capacité forte à aussi influencer le marché. Pour nous, c'est aussi important, c'est-à-dire que au-delà de notre taille, du fait qu'on soit un acteur important, on sera pas le premier, etc. Ça, on sait, mais on peut influencer le premier, on peut influencer le numéro 2, etc. Et ça, c'est bénéfique pour tout le monde.